Bonsoir à tous. Des deux projets encore en liste pour le second tour des régionales, quels en sont les éléments pratiques, nécessaires, innovateurs, efficaces et efficients pour le développement de la Réunion? Au cours de cette émission, nous éviterons toute tentative de comparaison entre ces deux listes, entre ces deux projets, pour nous concentrer sur les stratégies adaptées, d'une part, qui restent peut-être à définir, et d'autre part, à mettre en place, voire à mettre en œuvre. Et nous verrons à l'issue de cette heure d'échange si nous sommes parvenus à apporter aux Réunionnais un éclairage différent du contenu de ces deux projets, celui conduit par Didier Robert et celui conduit par Huguette Bello. Je rappelle donc que le deuxième tour des élections régionales, c'est ce dimanche 13 décembre. Pensez à voter. Et nous revenons à ce débat et nous allons accueillir nos invités. On va commencer par celui qui se trouve en bout de table à ma droite, Éric Alandroit de l'association Encraqué, consultant et chargé de sociologie. Bonsoir. À ma gauche est toujours André Oraison, professeur en droit public. Oui, Bertil, alors je vais dire enseignant en géographie, je reste là-dessus. Oui, bien sûr, professeur à l'université. Professeur à l'université, Philippe Jean-Pierre également, professeur à l'université en économie, spécialiste en économie. Donc bonsoir messieurs. Alors, un mot, là je vais sortir de ce que j'ai préparé, un mot. Ces élections régionales, est-ce que vous avez l'impression qu'on pense aux Réunionnais et qu'on pense à la Réunion, mais d'une manière dans le développement de la Réunion, mais d'une manière vraiment à long terme? Est-ce que vous avez cette impression-là? Ce serait un jugement de valeur de dire qu'ils pensent ou ils ne pensent pas. Mais manifestement, mon point de vue, c'est que nous sommes un peu dans des débats contradictoires et voire même ambigus. Deux éléments de réponse par rapport à ça, et qui n'apparaît pas donc dans les projets, dans les débats. Le contrat de plan est déjà signé depuis le mois d'août, donc je ne vois pas les candidats faire un lien avec ce cadre de financement qui est déjà posé. Deuxième élément, 31 décembre 2017, la plupart des mesures dérogatoires qui aujourd'hui permettent à la Réunion de fonctionner va arrêter. Et on n'a pratiquement rien sur qu'est-ce qui se passe après cela. Ça concerne la CAN, ça concerne différents sujets. Et je crois que nous devons des enjeux majeurs, des virages à prendre, et nous avons en face des réponses qui restent des réponses de dispositifs, de gestion, et non pas justement de stratégie politique à long terme. C'est bon. Regardez. Philippe Jean-Pierre. On est plus là pour se compléter sur cette question. Je crois qu'une élection comme celle-ci est une formidable respiration démocratique. Donc c'est d'abord une réponse offerte aux problèmes qui se posent aux Réunionnais, puisque ça permet le débat. Et en démocratie, finalement, il est heureux que ce débat fonctionne. Malheureusement, le contexte, où parfois, je dirais, la conjoncture implique que les préoccupations finalement des Réunionnais s'avèrent être davantage un besoin quotidien, de court terme, et que pour une élection majeure comme les élections régionales, il évince un peu trop les enjeux de long terme. C'est toute une transformation démocratique, c'est là aussi une innovation de politique, faire en sorte qu'on soit davantage pour ces élections-là, pas uniquement dans une réponse aux besoins quotidiens, mais également dans un souci de transformation de la Réunion. Ce qu'on peut regretter, c'est que ces projets s'inscrivent dans le passé. Et les deux, on a dit qu'on ne comparait pas, qu'on ne faisait pas de polémique, mais les deux s'inscrivent beaucoup dans le passé parce que, alors que nous sommes dans un système à bout de souffle. Donc, il lui fallu réfléchir à justement mettre en place une nouvelle approche systémique qui est une approche de long terme et donc avoir à la fois un projet qui réponde aux urgences du présent mais aussi qui jette les bases de l'avenir et là, on ne jette pas obligatoirement les bases de l'avenir. Vous avez raison, et hier soir vous avez regardé le débat sur la chaîne concurrente, vous avez regretté qu'on n'ait pas parlé d'évolution institutionnelle. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit mon collègue. Bon, on a parlé, c'est vrai, des débats au quotidien, c'est vrai que ça intéresse au premier chef les Réunionnais, mais c'est vrai aussi, comme tu le dis, Wilfried, qu'on n'a pas envisagé les perspectives d'avenir pour la Réunion, étant donné, comme tu l'as dit également, que la loi de décolonisation du 19 mars 1946, et quand on va fêter le 70e anniversaire l'année prochaine, par un colloque à la faculté de droit, est quand même à bout de souffle. Et on n'a pas parlé, par exemple, des grandes réformes institutionnelles qui s'imposent, pour moi, à la Réunion en plein économie. La préférence régionale en matière d'emploi, qui sont des dossiers qui fâchent peut-être, mais qui sont pourtant très importants. Il faudra bien un jour résoudre. Sans vouloir faire peut-être l'esprit de synthèse, mais en même temps, chers
collègues, c'est qu'on a eu des débats sur les infrastructures, des débats sur des projets de formation, d'éducation, sur les problématiques de logement, quels que soient les candidats. Et nous avons c'est aussi un éclairage vis-à-vis. On projette la Réunion sur son avenir. Je voudrais juste aussi amender sur le fait qu'on regrette depuis une quinzaine d'années sur le fait que la Réunion ne regarde pas suffisamment vers son avenir. C'est quand même tout nouveau parce que pendant ces 500 premières années de son histoire, à de rares reprises, elle a pensé son avenir. C'est une culture nouvelle pour la Réunion de commencer à penser à son avenir. Éric Landroit. Ce que je voulais dire dans le prolongement, c'est que le virage que nous avons à prendre, c'est un virage d'émancipation. Nous oublions assez souvent de poser que la Réunion est née d'un système, qui est un système colonial. Et sauf à démontrer le contraire, toute société ou tout territoire que a fait l'objet de la colonisation, il passe par ces stades où il y a une assimilation, où ça y a un post-colonialisme, où ça y a un néocolonialisme. Et à un moment ou à un autre, il faut arriver à poser, mais avec tranquillité, mais parce que c'est une nécessité, des points de rupture. Et les points de rupture doivent être posés chez nous, dans notre propre mentalité. Penser l'avenir, c'est aussi être au clair avec ce qui fait notre passé. Et très souvent, nous avons une approche où ça, nous est comme si on est dans les airs, et nous pensons qu'un ensemble de dispositifs, un cortège de lois, va résoudre des problèmes que les éminemment internes, éminemment socio-culturels, éminemment culturels, pour être très précis. Et il n'y a pas de développement sans prise en compte de la dimension culturelle. Oui, Wilfried. Oui, pour aller dans le prolongement de ce que dit Éric, en trois phrases, hier, nous avons été une colonie. Nous étions une périphérie exploitée, puisque moi, les géographes. Aujourd'hui, on est une périphérie, et même une ultra-périphérie, et on est une périphérie assistée, puisqu'on vit beaucoup des transferts publics nationaux ou métropolitains. Il nous faut devenir une périphérie qui compte davantage sur ses propres forces. C'est une question de dignité, mais c'est aussi une question de nécessité vitale, parce que le système actuel est à bout de souffle. Donc il faut imaginer autre chose, donc entrer dans un troisième cycle. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, les projets présentés dimanche sont des projets qui sont encore trop adossés au passé. Et ce troisième cycle, pour être jusqu'au bout, c'est à la fois cette capacité à s'émanciper, mais c'est aussi à faire un vrai choix de société. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir comme l'autre, il ne s'agit pas de dire nous aussi nous voulons un système matérialiste, de surconsommation, etc. Puisque nous connaissons que ce système-là aussi, il a bout de souffle. Que ça nous peut inventer. Et l'invention, elle est juste là, sous nos pieds. Et il y a des pays du Sud, de l'Inde, différents pays qui commencent à mettre en œuvre. Faire avec ce que nous avons. Faire au mieux, optimiser ce que nous avons. Et il passe peut-être par notre capacité des fois à dire non, nous ne voulons pas de subvention. Oui, nous avons des valeurs, des richesses ici, et c'est nous qui assumons de valoriser ces valeurs, ces richesses-là. Et nous pouvons voir ça dans différents domaines. Avant de passer à la première question que j'ai préparée, je voulais vous demander, et on ne va pas faire d'histoire, je ne veux pas qu'on essaye de tomber à revenir sur l'esclavage, tout. Est-ce que quelque part, dans cette histoire justement, à quel moment vous pensez que la Réunion doit se dire que ce constat qu'on fait tous, qu'aujourd'hui on en est là, il faut arrêter de pleurer sur le passé, il faut arrêter de se plaindre, il faut dire voilà, nous avons ça aujourd'hui, voilà ce que nous avons, c'est notre force, nous avons nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. À quel moment il faut se dire voilà ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Le moment est venu, c'est maintenant. Il est déjà depuis avant et il faut vraiment insister pour que ça devienne une réalité. Par contre, sur le comment, on ne voulait pas poser cette question-là, mais je pense qu'il faut qu'on ait un vrai discours politique. Et un discours politique que les sincères, que les courageux, qui arrêtent de faire semblant. Ne peut pas indéfiniment demander, revendiquer. Nous avons des capacités, des savoir-faire. Il faut nous prendre en compte. Et ce n'est pas une chimère. C'est juste comme ça, les professeurs d'économie sont là. C'est ça l'économie. Et la politique, c'est ça, c'est attaché à son territoire. Donc le moment est venu, et la manière de le faire, c'est le politique. C'est le discours politique. Aujourd'hui, nous avons un vide politique. C'est ça notre point faible. Oui, je ne l'ai pas constaté avec Éric, mais il est vrai que ce que nous peut reprocher aux deux projets, mais pourtant, moi, j'ai participé à l'élaboration d'un des deux, mais ce que nous peut reprocher aux deux projets, c'est que ce sont des projets hors sol. Ce sont des projets qu'on peut adapter à quasiment l'ensemble des Outre-mer ou même l'ensemble des régions de France, alors qu'un vrai projet réunionnais, un vrai projet de développement, il doit tenir compte de la spécificité de la population réunionnaise, de son identité et des spécificités de notre territoire, insulaire, tropical, etc. Et à mon avis, on ne tient pas encore assez compte de ça. Il faut changer de logiciel. Un élément pour cette fois-ci pour Philippe Jean-Pierre, et ça c'est la question, quelles ont été les conséquences du fait que la Réunion soit passée justement du secteur primaire, tout ce qui est l'agriculture, au secteur tertiaire, tout ce qui est donc administration, services, sans une vraie politique d'industrialisation.
Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut regretter justement de ce passage sans avoir pensé à une stratégie pour industrialiser la Réunion? Vu dans la vitrine, on peut dire que la Réunion, c'est une véritable success story, comme on pourrait dire dans le langage, quand on regarde d'autres pays ou des start-up aujourd'hui, en disant qu'on est passé en 40 ans, ou en 50 ans, 70 ans, André, mais enfin bon, le développement économique qui est arrivé plutôt à la fin des années 60 au sens propre, on est passé d'un stade du fait noir au stade de la lumière. Donc, vu dans la vitrine, ça semble être très très bien. Le problème, c'est que ce succès n'est en aucune manière garanti. Tout à l'heure, Wilfried a employé l'expression à bout de souffle. Il nous faut passer à un autre phénomène. On a épuisé, on va dire, ce qui a occasionné cette formidable réussite. En plus, on a franchi les étapes sans trop les respecter. Pas d'industrialisation, ça ne correspondait pas. Surtout, je vous coupe et je vous dis, surtout, on a l'impression qu'on a du mal à vouloir utiliser ce qu'il y a à La Réunion, ces produits, le transformer, donc travailler, exactement ce que disait tout à l'heure Bertil ou Calandroit, c'est de travailler avec ce qu'il y a. Alors, oui, non, donc on a tout tenté pour que, durant les années 70, 80 et 90, il puisse y avoir, par intelligence, pour l'industrie locale, substituer aux importations ce qu'on pouvait fabriquer localement. Mais là aussi, le marché, je dirais, allez, projetons-nous même, du million d'habitants bientôt, est un marché fini, il est épuisé, et il ne permettra pas demain ni d'offrir d'emplois correctement à 450 000 personnes qui seront dans la population active, et ni de favoriser cette croissance qui est tant attendue. Donc oui, aujourd'hui, on voit bien qu'on est vraiment sur la fin, la queue du développement traditionnel du 1.0 pour parler aux jeunes, et qu'il nous faut appeler cette nouvelle étape du développement. C'est tout l'enjeu. Et c'est, pour rebondir sur la question tout à l'heure, c'est bien tout l'enjeu de ces élections. Tous les 6 ans, d'essayer de conférer finalement une nouvelle feuille de route. On a parlé des programmes opérationnels, des contrats de plan État-région. Il y a bien là aujourd'hui des dimensions qui doivent être posées pour construire la Réunion de demain. Peut-être juste un petit désaccord avec Wilfried, c'est que je pense qu'il y a quand même eu, dans les deux programmes, en tout cas dans le nôtre, il y a cette réflexion qui est posée. Après, c'est vrai que je pense que la décision politique, Wilfried est mon aîné sur ce plan-là, on mène un paquebot en démocratie et non pas une dictature où on pourrait faire tout et n'importe quoi. J'ai aussi... Non, mais, Oui, je crois que pour résumer ce qui a été dit sous un angle un peu juridique et sciences politiques, je dirais quand même que, bon, c'est un Dieu commun de le dire, mais il faut le répéter, la Réunion est passée par déjà 2 grandes phases. La phase de la décolonisation, le 20 décembre 1848, c'est très important, c'est la liberté. Elle est passée par la phase d'égalité avec la loi de décolonisation du 19 mars 1946. C'est également un progrès. Je crois que la Réunion doit franchir aujourd'hui une nouvelle étape dans le cadre de la République française, celle de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Et la responsabilité, pour moi, elle passe par d'importantes réformes institutionnelles au pluriel. Oui, bon, j'ouvrirai moi aussi ma boutique et je dirais que le projet... Alors, j'ai juste précisé que Philippe Jean-Pierre est sur la liste de Et que moi, j'étais. Et que Wilfried Bertil était sur la liste du Quai de Bello au premier tour et que la fusion au second tour, il n'y est plus. Donc, chacun représente quand même une liste. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça devait d'ailleurs faire l'objet d'un débat à la suite dans notre discussion. Mais je veux dire, c'est vrai que dans le projet auquel j'ai participé d'ailleurs, il y a toute une transition énergétique qui est mise en place. Il y a tout un aspect du développement durable qui est mis en place et qui est très porteur de développement. C'est la seule voie pour la Réunion, puisqu'on est une île surpeuplée où les facteurs sont limités. Par conséquent, il faut avoir un développement beaucoup plus intensif qu'extensif. Cela dit, pour répondre à la question à la thématique de Philippe tout à l'heure, je pense qu'on est passé effectivement vers une économie tertiaire, mais au-delà des mots. D'ailleurs, on a réussi notre industrialisation parce qu'on a une industrie agroalimentaire qui est très forte, mais elle atteint effectivement ses limites puisque les créneaux de l'import-substitution, comme disent les économistes, sont écrémés. Mais on est passé d'un système de colonial basé sur la canne à un système de rente basé sur les transferts publics, et c'est cette rente qui a façonné l'économie, les mentalités, les structures sociales de la Réunion, et il nous faut passer justement d'un système de rente à bout de souffle à un système plus productif, mais cette fois dans le cadre d'une mondialisation où on ne maîtrise plus grand-chose. Donc je pense que ça fera l'objet des débats ultérieurs. Merci, parce que voilà la transition pour vous, Éric Calandroit. Qu'est-ce qui explique l'impression que l'histoire de notre île, les politiques et la politique soit et demeure depuis toujours le marchepied de grandes familles réunionnaises et depuis 3 décennies au moins
de grands groupes et de monopoles et de rente de situation, bien sûr. Qu'est-ce qui fait? Il n'y a pas de recette. Hein. C'est le prolongement même du système dans lequel nous sommes. Et m'y fait la transition avec ce qui a été dit juste avant. Le pouvoir politique il est là pour bouger les lignes. La loi, la règle est au service d'un cap, d'un état d'esprit, d'une volonté. Et nous sommes en difficulté par rapport à ça. Parce que l'administration même de notre territoire, la Réunion, n'est pas pensée ici. Elle n'est pas pensée par nous dans un état d'esprit réunionnais. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout quand il s'agit de décrire la Réunion comme étant une difficulté, un point économique, parce qu'il y a tant pas la taille critique, etc. C'est une manière de penser dans le système capitaliste. Nous ne sommes absolument pas obligés d'être dans ce modèle-là. La Réunion a des atouts. Pourquoi elle ne développe pas des marchés? Pourquoi elle ne vend pas son excellence là où il y a des gens qui sont capables d'acheter? Nous ne fait pas ça. Nous préférons continuer à considérer que tous ces éléments-là, ils rentrent un peu dans le folklore, dans le patrimoine. Je sais pas. On reste sur un modèle, j'allais dire un modèle de fonctionnement d'avant. Oui, nous sommes un modèle de fonctionnement d'avant et que même l'amplifier. Aujourd'hui, un chiffre très simple. Depuis la crise de 2008, sur les 5 dernières années, 360 emplois nets salariés, secteur marchand, créés par an. C'est rien. Notre taux de croissance sur lequel nous continuons à dire les gaillards par rapport à ce qui se passe en France, etc., il repose sur les emplois aidés. Les emplois aidés peuvent avoir des vertus, mais nous connaissons que globalement, on est plutôt un système clientéliste. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que notre avenir est bâti sur la précarité. Et ne peut pas continuer à dire nous fait la fête l'ail à la petite île tous les ans, et en même temps nous regarde et en déplorant qu'il fait de l'importation de l'ail à l'extérieur. Ce n'est pas une fatalité. On a un mouvement politique à initier, débarrassé de cupidité, et ça il vaut pour les grosses familles, les petites familles, les nouveaux, les arrivistes. On est comme dans un système où ça, derrière ce que nous voyons, on a des méthodes qui font que les réseaux d'influence sont extrêmement importants. Et nous ne sommes jamais totalement sûrs que les gens qui prétendent défendre la Réunion, défendre les Réunionnais, les pas dans des arrangements qui arrangent notre propres affaires. Et il y a n'importe quel journaliste qui voudrait faire de l'investigation, il peut déceler cela. Les valables en France, les valables à la Réunion. Donc à partir de là, c'est du bavardage de faire croire que nous les condamnons à être d'un système où ça c'est de l'import-distribution, que nous n'atteint pas le million d'habitants, etc. On a des qualités, comment on les optimise? Comment on se met en rupture? Comment on rentre dans l'océan bleu, comme diraient les systèmes de pilotage stratégique? Comment nous initie à des choses belles? Prenons un exemple très simple, le tourisme. Ça fait 40 ans où il parle du tourisme avec échec. La pincée de monde, le prix du billet d'avion trop cher. On voit que les défauts. Putain, mais on a des belles choses à partager avec les gens qui pourraient venir ici. Est-ce qu'on les met en valeur? Est-ce que nous sommes au clair que nous n'est pas sur un territoire, une île, où ça, il peut faire de la production de masse? Est-ce que nous sommes au clair sur le fait que notre tourisme à nous, ce n'est pas la mer, un peu certainement, mais il ne peut pas être exclusif. Est-ce que nous sommes au clair que dans les hauts, dans la ruralité, on a des gens, on a des savoir-faire? Est-ce que nous sommes au clair qu'on a des familles, justement, par rapport à notre histoire, qu'on a encore des maisons, des domaines, et que ça, il peut devenir des mémoires à partager, des capacités, des outillages, usines, enfin, tous les séchoirs à tabac, tout ça, il peut être valorisé et s'appuie sur les savoir-faire réunionnais. Oui, à la limite, je ne peux être que d'accord que partiellement avec ce que dit Eric, parce que c'est une réponse partielle. Je pense qu'il y a sans doute encore matière à optimiser, maximiser, être efficient, efficace sur tout ce qui n'est pas encore suffisamment mobilisé à La Réunion. Tu as raison de le dire, sur de nombreux domaines. Il y a en même temps une autre réalité qui s'impose à nous, sans pour autant dire que ça y est, on ne succombe qu'aux millions d'habitants ou qu'à la petite dimension. Ce que nous faisons actuellement, je crois que ça traverse tous les milieux socio-économiques de l'île, nous réfléchissons bien entendu à ce qui peut être produit localement et ce qui peut être vendu localement. Et ce qui peut être exporté localement, parce que ce qui peut être exporté dans le reste du monde, c'est déjà une première question. Et on sait très bien que ce n'est pas aussi facile et qu'on mobilise nos talents. On a une équation à résoudre, j'entends ce que tu dis, mais je prends un autre exemple sur le poulet. Une filière avicole qui fonctionne très bien à La Réunion, mais où pour le consommateur, on est à près de 9-10 euros le kilo. Et on importe encore du poulet de seconde zone de Pologne à 1,80 €. Alors, il se trouve qu'on a des consommateurs pour ça. Ce n'est pas une complicité d'un monde qui voudrait que celui-ci... C'est aussi une équation qu'il nous faut résoudre, faire en sorte qu'on puisse défendre nos filières encore davantage, mais faire en sorte aussi que cette réalité du monde, en tout cas, on ne pourra pas y échapper. On doit pouvoir s'y insérer. On peut largement minimiser. Il faut reprendre l'exemple que Philippe dit. Parce qu'on a aussi là un enjeu de santé. Pourquoi les gens qui ont point moyen, j'aurais dit, ce seraient les premiers à être les victimes de la malbouffe? Et la malbouffe, là, ce n'est pas seulement les grandes enseignes, c'est beaucoup plus insidieux.
pourquoi, alors que nous les Réunionnais, nous les encore dans l'obligation de monter au créneau, de faire des pétitions, de faire des revendications, pour que des maires réunionnais, en tout cas qui habitent la Réunion, qui vivent à la Réunion, ils décident à acheter local pour les cantines. Pourquoi ne mangerez pas des choses que nous connaissons, que nous avons la traçabilité, que de qualité? Pourquoi les pas moins bons? Bien, d'un point de vue... attends, la question de la cherté, là, c'est un choix politique. Nous connaissons très bien qu'il y a des marges. Nous connaissons ça. Ouais. Nous connaissons très bien que ce n'est pas parce que les moins chers, si c'est fait tomber nous malades, ça va revenir encore plus cher d'avoir ensuite à soigner cancer, diabète, cholestérol, etc. Et c'est un enjeu majeur. Ce n'est pas juste l'aspect économique en termes financiers d'argent, c'est aussi une question de santé. Et nous, on a des produits de qualité. Je suis d'accord, mais je vais passer à la parole à Wilfried. Juste à vous dire avant, on est quand même tous conscients que c'est quand même l'argent qui mène tout ça. Hein. Produisons de les richesses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là, donc c'est un peu difficile d'avoir une cohérence dans le débat, parce qu'on a parlé du tourisme, on a parlé des productions locales, mais je pense que le problème à La Réunion, c'est ce que je disais tout à l'heure, on mène une politique économique hors sol. On veut imiter. On veut imiter les Mauriciens, on veut imiter tout le monde. En France aussi, on veut imiter les Américains, on veut imiter les Allemands, etc. Et le problème, c'est que ça ne marche pas. Comme je disais au début, il faut qu'on mette en place un projet réunionnais qui tienne compte de l'histoire, de la culture, de l'identité des populations et des spécificités de la Réunion. Et dans la mondialisation, ce qui est important, c'est de faire jouer de ces atouts que les autres n'ont pas. Et c'est pas la peine d'imiter les autres. Dans beaucoup de secteurs, ils ont des atouts. Nous, on a des atouts. Nos atouts, Eric en a dit tout à l'heure, en matière touristique, on a un tourisme de paysage, on a un tourisme culturel. On a, au niveau de la mer, on a jamais exploité nos atouts, et bien au contraire, on s'en est départi. Et puis, on a un formidable atout qui sont les terres australiennes antarctiques françaises. C'est des problèmes en franco-français. Là, il n'y a pas de problème européen. Ça dépend que de nous. Et je pense que les terres australiennes antarctiques françaises peuvent être l'arrière, un nouvel horizon pour la Réunion, comme Kennedy a parlé d'un nouvel horizon pour les États-Unis. Juste sur ce point-là, c'est quand même Paris qui décide. Je vous pose la parole juste après. Ah mais justement, un jour, moi je voudrais demander à Paris, et avant de passer la parole à André, je voudrais demander à Paris, de dire, vous co-gérez les Tromelins avec les Mauriciens, j'aimerais bien qu'on co-gère les îles Éparses et les TAF avec les Réunionnais. Voilà, c'est la question. Voilà une forme de terrain d'innovation. Voilà une forme de terrain d'innovation. Oui, je vais quand même lui poser. En fait, ma question à André Raison, c'était pour vous, comment... Alors justement, je vais revenir sur ce statut aujourd'hui. Ce statut institutionnel, est-ce que ça a influencé en bien ou en mal le développement de la Réunion? Et c'est depuis la loi donc, du 19 mars 1946. On passait donc de la départementalisation. On sortait de la décolonisation, on rentrait dans une forme de départementalisation, parce que ça a été plus long que prévu à mettre en place apparemment. La départementalisation a eu quand même du bon. On ne peut pas le nier. Là, il y a un aspect positif. Elle a permis à la Réunion, qui à l'époque n'avait rien au sorti de la Seconde Guerre mondiale. La départementalisation qui a été voulue à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, à la demande des députés ultramarins comme Aimé Césaire en Martinique, Gaston Monerville en Guyane française, Raymond Vergès à la Réunion, était pour permettre à l'économie de repartir. Elle était exempte pendant la Seconde Guerre mondiale. La départementation a eu des effets importants au point de vue infrastructurel, au point de vue éducation, etc. Néanmoins, le résultat est là, c'est que le bilan est quand même très lourd. Il y a 30% de chômeurs, 60% de jeunes réunionnais actifs de moins de 25 ans qui sont au chômage, il y a 42%... Sur ce qu'a dit Wilfried de Berthier, vous êtes d'accord? Quand il a parlé du Tromelin et des îles Éparses. La capacité de la Réunion à avoir aussi à interférer, à intervenir sur son environnement. Je peux dire que c'est pour communiquer. On a souvent dans les discours, que ce soit de l'État, des préfets ou de toutes sortes de ministres qui se passent, on est la France de l'océan Indien et dans l'océan Indien. Alors c'est super, hein, mais j'aimerais que ça soit concret et j'aimerais que ça soit on soit proche. La question principale, parce que là on est une question secondaire. D'accord, c'est que donc on est arrivé à un système qui est à bout de souffle
Or, la Constitution, qui a été réformée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, donne aujourd'hui aux collectivités Alors, là, on est françaises sur ultramarines... le deuxième acte de la décentralisation. Oui, D'accord. et donne aux collectivités françaises ultramarines les moyens aujourd'hui de choisir des statuts à la carte en fonction de leurs besoins, sur mesure. Et il y a notamment dans la Constitution... On va y revenir. Allez-y, terminez. Mais on Il y reviendra a après ça. également notamment la possibilité, notamment pour les départements qui ont été créés en 1946, aujourd'hui de fusionner la région et le département pour en faire une collectivité unique, qui permettrait donc à cette institution de pouvoir réfléchir sur les problèmes de la Réunion, trouver des solutions spécifiques, et éviter en tout cas les gaspillages très importants qui résultent aujourd'hui de coexistence sur le même territoire pour régler les affaires de la même population du département et de la région. Alors, avant de vous donner la parole, je vais poser cette question à Wilfried Bertil et vous allez tous réagir après. Juste après, vous allez voir. Alors, Wilfried Bertil, vous avez été député pendant le premier mandat présidentiel de François Mitterrand. À votre avis, comment la vision de Paris sur l'outre-mer a-t-elle évolué? Rappelons qu'à l'époque, la décentralisation prenait la suite de la décolonisation. Non, je voulais d'abord, dans le prolongement de ce qu'a dit André, bien dire que les institutions sont au service d'un projet. Et quand on a fait la départementalisation, on a fait la départementalisation qui était un statut centralisé parce qu'on voulait nous assimiler et on voulait faire tout comme en France. Et la départementalisation, c'est exactement ça. Bon, c'est un système qui arrive à bout de souffle. Si on met en place un nouveau projet, sans doute, ça doit faire bouger les institutions. Concernant la question que vous posez, je dois dire qu'il y a eu une régression dans la vision de Paris par rapport aux Outre-mer. Ce que je veux dire par là, c'est que le général de Gaulle, François Mitterrand, c'était des hommes... Jusqu'à Jacques Chirac. Jusqu'à Jacques Chirac, en partie, mais je ne dirais pas autant de Giscard. Oui. Mais c'était des... J'allais dire, c'était des hommes politiques. Ils avaient une relation avec l'outre-mer. Ils avaient une épaisseur, une vision de la France. Et donc, ils avaient une certaine idée de la France. Maintenant, nos responsables politiques en France, je mets tout le monde dans le même sac, sont des gens sortis des écoles, qui ont des têtes bien pleines, mais qui n'ont jamais un livre, donc qui ne voient plus l'intérêt de la grandeur de la France outre-mer. Et là, maintenant, on redécouvre, avec les attentats, que la France est une grande nation, etc. Ben, il était temps qu'on s'en rende compte. Alors, oui. Éric Alandroit. Sur le même sujet, mais un peu plus transversal. Je crois que, donc, comme on entend à la fois ce que Wilfried dit et plutôt Philippe aussi ce qu'il a dit, nous continuons à positionner à nous dans la salle d'attente de la France. Et nous l'êtes d'accord rien qu'avec l'expression de dire que nous l'est la France de l'océan Indien ou l'Europe de l'océan Indien. Ça aussi fait partie des déplacements du regard, du positionnement. Nous l'est, nous. Il n'empêche pas être dans un ensemble plus grand, il n'empêche pas d'établir un nouveau pacte de collaboration, mais nous l'est, nous. Et nous l'est pas juste l'antichambre, la salle d'attente, etc. Par rapport à ça, si nous pousse plus loin, nous l'est dans un contexte où ça se joue au niveau mondial, au niveau international. Même quand nous continuons à dire Paris, etc., Paris dépend de Bruxelles et Bruxelles il dépend de ce qui se passe à New York ou à Pékin, etc. Donc, les polarités de décision, les partout, les éclater, et ou plus ou moins, en tout cas, ils connaissent où ça est les points chauds. Si nous voulons rentrer dans ce jeu international, nous sommes obligés de changer de position. Ne peut pas être dans le jeu international en étant un département. Wilfried est là, il a l'expérience de l'océan Indien. Il demande à lui directement notre place, par exemple, rien que dans la CEI, quel rôle nous peut jouer. Nous n'avons point les coups des franges parce que nous n'avons point le profil sur le jeu international, sur les négociations, sur les APE, et qui pourtant y affectent à nous directement. Donc il faut nous montrer encore des tâches. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais poser la question à vous deux, à Philippe Jean-Pierre et à Wilfried Bertil. Alors d'abord, Philippe Jean-Pierre, la question, c'est Paul Vergès parle souvent de géoéconomie. L'une des compétences de la région est la coopération régionale. Selon vous, la Réunion a-t-elle manifesté trop tard son désir d'intégrer en tant que partenaire actif son environnement indo-océanique? Et question à Wilfried Bertil, qu'est-ce qui explique que la Réunion mette autant de temps, justement, à bien intégrer cet environnement géopolitique, son environnement géopolitique?
Alors allez-y. La question apparaît comme un bilan de ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant sur pas mal de points. Hein. C'est-à-dire que 70 ans de départementalisation, 50 ans de départementalisation économique, et pour s'apercevoir que depuis les Jeux des îles, hein, c'est le premier élément d'ouverture et de coopération par la culture et par le sport, puis après pendant 20 ans de coopération culturelle avec la coopération économique, elle est relativement très récente. Mais c'est aussi le fruit de l'arbre qu'on a planté. On l'a dit, avec une départementalisation qui nous a surtout positionnée dans un cordon ou dans un tuyau nord-sud France et puisqu'elle n'a pas été au service d'un projet réfléchi en 1946, mais elle a été au service, c'était plutôt le statut qui nous a guidés, indépendamment du choix des hommes politiques de l'époque. Donc on n'a pas eu une règle institutionnelle qui a été adaptée à ça et qui nous a permis de tout faire valoir dans notre zone. Et puis très rapidement, quand vous êtes rapidement dans ce cordon ombilical, rien ne vous incite à aller coopérer. Vous n'en avez pas les moyens. Rappelons-nous 75, lorsque nous basculons dans le franc nouveau, le franc, cela éteint toute capacité pour nous à aller économiquement pouvoir commercer avec les pays de la zone. Donc voilà, notre code, notre ADN, qu'on pourrait dire, ne nous invitait pas ou ne nous a pas invités pendant très longtemps à militer pour une coopération économique. C'est depuis 10 ans maintenant que nous voyons que c'est la fin d'un épisode, que cela nous amène à conduire cette coopération avec les pays de la zone. Oui, Félix, la parole à moi, je voudrais quand même ajouter, rebondir sur ce qu'a dit mon collègue. Là, c'est vrai, la Réunion n'a pas joué assez la carte de la coopération régionale. Oui. Et je suis en train d'étudier justement la Commission de l'océan Indien et le concept d'Indienne-Océanie. Je m'aperçois qu'il y a une évolution dans les départements d'outre-mer dans lesquels on donne de plus en plus de responsabilités quand même aux collectivités départementalisées qui peuvent maintenant, le président de la région peut signer des traités. Oui. Eh bien, je propose, moi, que le président du conseil régional, qui dans la région est chef de file en matière économique, soit le représentant officiel de la France dans les décisions, dans le conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien, puisque c'est quand même lui qui est le premier intéressé par le succès des relations économiques, sociales, culturelles entre les différents pays de l'Indienne-Océanie. On reviendra sur la loi à la nôtre. Je réponds sur la question. Sur la question que j'avais posée tout à l'heure. Oui. Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? Qu'est-ce qui explique que la Réunion a mis autant de temps à bien intégrer son environnement? Absolument. Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? La mayonnaise ne prend pas parce que c'est une mayonnaise qui ne monte pas. Parce que est-ce qu'on l'a fait monter déjà? On ne peut pas faire monter parce qu'on est prisonnier de notre histoire qui a privilégié... De notre histoire ou de nos institutions? De notre histoire, qui a privilégié les relations nord-sud, et on est prisonnier aussi de nos structures économiques. Il faut qu'on ait des pays plus concurrents que complémentaires, puisque quand on était tous des colonies, on travaillait tous pour les métropoles du Nord, donc on avait des relations nord-nord et non pas sud-sud, nord-sud et non pas sud-sud. Donc, bon, venant de moi, ça peut étonner, mais les gens peuvent, comme disait le général de Gaulle, sauter sur leur chaise comme un cabri en disant la coopération, l'intégration régionale. C'est comme si on tapait sur un tambour qui ne résonne pas, parce que ça ne se structure pas. Ça ne se structure pas pour des raisons structurelles, de fond. Et donc, on peut avoir le droit de signer tous les contrats qu'on veut, tous les accords qu'on veut. D'ailleurs, dans les pays indépendants voisins, ils ont le droit de signer tous les accords qu'on veut. L'intégration régionale n'avance pas parce que les structures économiques et sociales ne se prêtent pas à une intégration. En Europe, l'intégration est en train d'exploser. N'imaginons plus dans les pays du Sud les intégrations régionales politiques ont le plomb dans l'aile dans le monde entier. Je crois que pour nous arriver à être dans l'intégration régionale, il faut que déjà nous l'ayons au clair avec la totalité de notre histoire. Et la totalité de notre histoire, il fait que nous appartient autant à Madagascar, autant à la partie australe de l'Afrique, autant au Yémen, autant à la Chine, à l'Inde, sur un pied d'égalité. Jusqu'ici, au-delà des structures, des infrastructures, des institutions, c'est dans nos mentalités nous a tourné le dos à l'océan Indien, qu'on a considéré comme étant, de toute façon, la figure de l'esclavage, la figure de l'esclave, la figure du trou noir. Nous avons un exemple flagrant de notre incapacité à situer à nous dans l'océan Indien et sur les intérêts réunionnais dans l'océan Indien. Ce qui s'est passé au Jeu des îles. Quand la délégation comorienne est venue ici,
enfin, Mala a été dirigeant de la Ligue de basket, donc il ne parle pas juste comme ça, et Mala a organisé des manifestations océaniennes. Une délégation ne peut pas arriver ici sans qu'on soit au courant que les visas sont au clair ou pas au clair. Déjà ça. Ensuite, Banal a été chassé. Il faut dire un chat, vous avez été chassé. Les Réunionnais n'ont pas positionné Azote comme étant frère des Comoriens, comme étant concerné politiquement, il parle. Nous l'a demandé. Il a eu donc des interventions politiques. Nous a demandé à l'État d'assumer notre responsabilité. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne considérons pas nous comme étant dans l'océan Indien jusqu'à il y a peu. Ça commence à bouger. Et la coopération ne peut pas être l'affaire seulement d'institutions. C'est tout un peuple qui doit être là-dedans. De la même manière que quand on nous dit nous fait la politique touristique, c'est tout un peuple qui doit être en cœur avec ça. Parce que c'est des valeurs à apporter, c'est des respects à apporter. Et nous ne pouvons pas faire abstraction de ça, quand nous avons eu la Sakai, quand nous avons eu un certain nombre de situations qui maintenant en porte-à-faux par rapport à nos frères de l'océan Indien. Et comme il dit ça là, c'est vraiment en disant qu'on a des passages obligés. Mais nous avons vraiment toute la place pour faire cette coopération. Et nous devons absolument être prêts à assumer la responsabilité d'être un acteur international. Bien, si nous l'avons refusé au moment de modifier la Constitution, de pouvoir adapter des lois rien que dans le cadre français, nous sommes encore au stade d'avoir peur d'être responsable d'une coopération régionale débridée, c'est à nous que nous devons poser nous la question, que ça nous veut. Oui, c'est transition vers une autre question, mais en tout cas, pas mal de signaux m'autorisent à dire que je ne veux pas seulement voir la bouteille à demi vide d'une coopération qui, certes, n'a pas été la plus dynamique et qui aujourd'hui serait quand même terminée, que la page serait à plier. Moi, j'y vois au contraire une mine d'espoir, je dirais un chantier, un potentiel, des issues possibles pour notre territoire insulaire aux dimensions limitées par définition. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on reste sur l'idée que ce qui a été fait maladroitement ou ce qui n'a pas pu être fait parce qu'économiquement nous n'avions pas le moyen. Encore une fois, je reviens sur cet épisode de 75 lorsqu'on laisse de côté le franc CFA et qu'on bascule dans le franc moderne à l'époque, le nouveau franc, on perd toute capacité à maintenir une forme de compétitivité progressive de notre économie par rapport aux économies voisines. La page a été tournée. Dès lors, on a formé, tout de suite, on a fermé la porte à toutes sortes de coopérations. Donc, ce sont des choix qui ont été faits. L'une des questions que vous nous posiez tout à l'heure, est-ce que finalement il y a des choix historiques qui ont pesé sur l'histoire? Oui, il y a des choix qui ont compté, hein, je ne remonterai pas au siècle dernier, mais de ce point de vue. Donc là, si on change les lignes, si on change les règles, si on est audacieux sur ce plan-là, si on est innovant, il y a là, sur cette dimension sud-sud, une porte je dirais, un potentiel de nouveaux outils que la Réunion n'a pas encore exploré. Il faut les changer, et les changer, ça ne veut pas dire que nous sièges d'un Conseil des ministres à la place de la France. Oui. Si un dossier n'est pas compatible avec les enjeux français, que ça nous fait? Et nous connaissons sur l'aérien, l'a déjà arrivé. Sur un râlet de situation, l'est déjà arrivé. Donc il faut vraiment que nous les prêts à aller très loin dans cette démarche-là pour que ça réussisse. Ça ne peut pas juste être un petit pas, c'est un grand pas de côté qu'il faut faire. Il ne reste pas beaucoup. Juste un mot pour conclure, pas conclure, mais pour dire ce qu'il a dit, c'est qu'il faut passer d'une politique de la France dans l'océan Indien, dans le prolongement de la colonisation, de l'impérialisme, etc., qui est la situation qu'on a actuellement, d'une politique de la France de l'océan Indien, dont nous sommes avec Mayotte, avec les TAF, et qu'on prenne en compte les besoins et les intérêts de ces territoires-là. Avant de raison, je vais juste faire quelque chose, c'est que bon, il nous reste une vingtaine de minutes, donc juste vous dire, je vais vous poser à vous deux les questions. Je vais poser une question globale après sur la loi NOTRe, pour vous dire, alors, première question, donc je pose de nouveau avec Jean-Pierre, selon vous, quels sont les éléments du projet de Didier Robert qui se situent dans une vraie vision de développement de la Réunion à long terme, c'est-à-dire au-delà de 2030? Même question pour Yves Bertil, quels sont les éléments du projet de Duguette-Bello qui se situent dans une vraie vision de développement de la Réunion à long terme, c'est-à-dire toujours au-delà de 2030? Et là, je tends aussi la perche à André Oraison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi NOTRe aujourd'hui qui confère de nouvelles compétences aussi bien à la région, aux départements et aux communes et aux intercos? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qui pourrait justement aller dans le sens dont vous avez parlé jusqu'à maintenant? Voilà, allez-y. La question, elle porte bien sur le long terme, mais au-delà de la personne et de l'individu, il y a bien des idées qui me séduisent. Bon, comme Wilfried dans la partie, je dirais, de l'autre équipe, j'ai aussi traversé l'équipe dans laquelle je suis. Oui, je pense qu'il y a de nombreuses idées qui nous projettent sur le long terme et qui construisent la Réunion du long terme. Tout à l'heure, on a parlé de deux termes qui font partie de l'ADN de Didier Robert, de l'équipe dans laquelle je défends. On a parlé tout à l'heure d'un nouveau pacte de croissance, un nouveau pacte de développement. Le pacte de croissance a été signé
signé par Didier Robert avec l'Union européenne déclaré l'Union européenne il y a 2 années de cela. Nous avons parlé tout à l'heure des termes d'émancipation. Là aussi, ça fait partie de de notre leitmotiv, à nous dire que nous ne pouvons plus nous projeter dans l'avenir, répondre à un projet nouveau ou innovant, s'il n'y a pas un certain nombre, je dirais, de fonctionnements, de mécanismes qui n'évoluent pas au sens, non pas institutionnel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais par rapport à la façon avec laquelle les priorités de la Réunion devraient être reconnues. 2 dimensions, ça paraît innovante. Une capacité que nous devons, et il en est impératif, nous avons dit que le modèle était épuisé, à nous projeter dans le temps. Dans le temps, ça signifie que la Réunion doit se construire. On sait que les produits réunionnais de demain, même au-delà du million d'habitants, devront être compétitifs, non pas par leur coût, mais par ce qu'ils seront, par leur capacité à être différents, à être innovants. Et la différenciation, elle ne tombe pas du ciel, elle tombe des talents de la Réunion d'aujourd'hui que nous allons mettre au service de cette différenciation. On sait que le pétrole, enfin, la richesse de la Réunion, ce n'est pas son sous-sol, c'est surtout son sursol, ses hommes. Il y a de richesse que d'hommes, comme on le dit. Et donc tout cet effort qui est fait pour équiper en matière de numérique ou d'informatique, en matière d'université, en matière de fonds qui seront dépensés, en matière d'aide aux entreprises pour la recherche et développement. On projette l'économie sur le temps. Les infrastructures aussi participent de cela, parce que, au-delà parfois de morceaux de route ou de radiers ou autres, c'est faciliter la compétitivité et la productivité des facteurs, et donc des entreprises, donc de leur capacité à être un territoire performant. Et puis dans l'espace, on a dit que la Réunion devait aussi pouvoir construire sa meilleure insertion. C'était l'un de notre fil conducteur. La façon on ne devient pas exportateur comme ça du jour au lendemain. Ça ne se décrète pas. Ça se construit. Cette réinscription, cette réinsertion de la Réunion dans son grand ensemble océan Indien par cercle concentrique. Wilfried en a été un acteur lorsqu'il était aux manettes et ça a été l'un de ses fils conducteurs autour de sa carrière. Nous démontre que cela se fait de petit bout à petit bout, par différentes connexions, par cette capacité qu'on est, et le président, enfin en tout cas celui que je défends, a œuvré dans ce sens, et c'est une première pierre, une première étape à demain de la coopération économique, à de l'insertion, à une meilleure intégration. Projection dans le temps, projection dans l'espace, c'est une route qui est pavetée pour les 15 prochaines années et au-delà. Donc c'est bien un projet qui s'inscrit bien dans le long terme. Oui, il y a en fait 5 éléments importants. D'abord, au-delà du programme, mais les actions qui sont mises en œuvre et qui sont inscrites dans les plans, s'inscrivent dans cette vision-là, c'est qu'on va vers une Réunion belle et reconnue. Et la Réunion doit aller vers l'excellence, vers l'esthétique. On doit aussi aller vers une Réunion solidaire. Et une Réunion solidaire, c'est une Réunion qui est solidaire entre les catégories sociales de la population, et là il y a un vrai effort de justice sociale, et puis c'est une réunion qui est solidaire entre les régions. Il faut mettre fin aux déséquilibres régionaux, je n'ai pas le temps de développer, mais on peut le faire, et solidaire aussi avec les pays de la zone, parce que si les pays de la zone ne se développent pas, si le feu prend dans la case de ton voisin et que tu l'aides pas à l'éteindre, le feu se communiquera à la tienne. Donc on a intérêt à aider au développement des peuples de la zone, c'est profitable pour tout le monde. Il faut aussi une réunion qui soit une réunion durable. Et là, il y a toute une transition énergétique qui est engagée, toute une transition écologique qui est engagée. Il y a une gestion économe de nos ressources naturelles qui sont très peu développées. Donc, c'est très important. Il faut aussi une réunion développée. Donc une réunion développée à partir de ses propres atouts et non pas en copiant des modèles venus d'ailleurs. Et enfin une réunion ouverte au monde, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Je vais venir à vous, raison, et je vais vous poser la question. On a entendu ce qu'a dit Philippe Jean-Pierre et Philippe Bertil. Je reviens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que propose cette nouvelle organisation de la République territoriale, est-ce que ça vous paraît intéressant pour une évolution nationale à La Réunion, pour donner un cadre pour mieux se développer? Et est-ce que vous pensez vraiment qu'à un moment, La Réunion ira vers cette Assemblée unique? Écoutez, moi je vous réponds sur un point très précis. À La Réunion, il faut arrêter de mettre 2 crocodiles dans le même marigot. Alors pour cela, je m'appuie sur la loi effectivement du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, parce que cette loi notamment prévoit ce que je dis pour La Réunion. Elle prévoit, vous savez, au 1er janvier 2018, la fusion de 3 collectivités en Corse, la région de Corse, les départements de Corse, et 2 départements, mais 3 collectivités, à partir du 1er janvier de 2018, pour éviter les gaspillages des deniers publics.
Aussi parce qu'il y a une politique de réduction des dépenses au niveau de l'État. Ça permet aussi de réduire peu à peu les Et dépenses. ça permet de faire des économies, et ça permet aussi surtout à une collectivité unique d'avoir, si vous voulez, une homogénéité au sommet, d'avoir plus de poids à l'égard du pouvoir central parisien, avoir également plus de poids sur le plan économique à l'égard des pays indépendants de l'océan Indien avec lesquels nous commerçons, notamment dans le cadre de la Commission de l'océan Indien. C'est pour ça que je dis que cette réforme institutionnelle est nécessaire, et elle passe aussi, je le répète, par la suppression de l'amendement 85, 73 de l'amendement de la 25, Constitution et à ce de Champollion, que la Réunion reviens puisse, après. comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, pouvoir légiférer et réglementer par habilitation du gouvernement ou du Parlement dans des matières stratégiques, comme la fiscalité, l'éducation, les transports, l'énergie. Vous avez raison, je reviens sur ce que je vous ai dit la dernière fois. Si vous utilisez le 72.4, vous pouvez essayer de trouver un accord autour de cet article-là aussi, je crois. Comment? L'article 72.4 de le 4e alinéa offre une opportunité si 73 continue à bloquer. Oui, 73, numéro 7, offre justement... La réforme que nous proposons là, elle n'est ni révolutionnaire, ni hypothétique. Elle est prévue par la Constitution, et elle s'applique maintenant, elle va s'appliquer au 4 janvier 2016 à la Guyane française et à la Martinique. Elle s'applique déjà depuis le 31 mars 2011 à Mayotte. Il faut arrêter de mettre deux crocodiles dans le même marigot. Mais le problème, c'est que ce sont les politiques qui décident. Oui, Calandre. Non, mais juste pour dire, c'est encore un exemple qui illustrait bien le point crise, me dirait. C'est nous la refuser, ces prérogatives-là. Ce n'est pas la loi que l'empêche à nous. La loi a confirmé notre position de refuser de pouvoir adapter les lois à notre réalité. Et le changement, ce n'est pas seulement une réforme par la loi, où ça, nous l'est dans notre capacité à vouloir réellement assumer des responsabilités en tant que Réunionnais, inscrits dans l'espace océan-indien et avec une histoire avec la France. Il est clair que l'exercice est complexe. Ce n'est pas le schéma le plus simple. Mais c'est ça l'invitation, c'est ça le rendez-vous. Ce n'est pas juste la loi, on ne va pas faire comme pour 46 ou bien 82, etc. C'est nous la refuser. D'accord. Alors, je vais vous poser cette question-là à vous tous. Enfin, j'avais prévu de le poser à l'endroit, mais je vous le pose à vous tous. Alors, sur les éléments des deux projets en lice pour le second tour des régionales de ce dimanche 13 décembre, quels sont, à votre avis, quels sont les autres aspects sur lesquels les politiques doivent insister pour réussir à long terme, justement, le développement de la Réunion? On y pense déjà à un premier point. Il est assez remarquable sur l'ensemble des deux projets par rapport à ce que les représentants l'ont mis en avant. Tout le monde dit le mot humain, mais il ne m'y voit pas. Il ne m'y voit pas au sens où ça, il pense que est utile que nous entendons. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de diversité, d'une histoire particulière, où ça a eu à la fois des choses pertinentes, des créativités, mais aussi des souffrances, l'esclavage, crimes contre l'humanité, etc. Nous avons un travail fondamental à faire sur l'unité, la cohésion réunionnaise. Nous l'avons entendu encore hier soir dans le débat, des termes expatriés. Nous entendons ici et là la préférence régionale. Et tout ça n'a sens. Il veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau émotionnel, au niveau réflexion, etc. À un moment, il faut que nous les réunionnais, que nous les habités par le territoire et que nous habitions le territoire. Sans cohésion à ce niveau-là, je ne vois pas que ça nous peut faire de plus. Un autre élément que l'on a peu vu aussi, c'est cette notion de responsabilité. Ce n'est pas juste une déclamation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement prêts, peut-être à franchir des pas qui sont beaucoup plus loin que seulement l'Assemblée unique? L'organisation globale de la Réunion, est-ce qu'elle est pertinente dans la prise de décision? Est-ce qu'elle est pertinente dans le jeu d'acteurs au niveau international? Mais je crois qu'on a des réponses que c'est non. Et ce n'est pas en ayant une assemblée unique. Nous avons aussi le millefeuille avec les intercommunalités. Ça va exister toujours. Nous avons les mairies. Nous avons un certain nombre d'organismes, les différents services déconcentrés de l'État qui jouent un rôle majeur. Pratiquement toutes les décisions par le jeu de contrôle de légalité, les soumis au contrôle de l'État. Donc, on a énormément de choses à bouger, mais est-ce que nous, on est prêts à assumer ça? Est-ce que nous avons besoin toujours d'avoir 7 députés qui se vont à Paris, ou ça chacun défend sa chapelle? Ou ça nous met en place de la concertation, de la négociation, pour qu'il y ait une voie réunionnaise? Troisième élément, après, je termine là-dessus, que je ne vois pas non plus dans le programme, c'est cette logique de marché, c'est cette logique de production. Cette logique où, à un moment, on nous dit comment nous réoutiller le système pour que nous les en train de produire, en train de vendre, développer des richesses, de l'activité et m'espérer de l'emploi. C'est quand même ça le cœur. Nous produisons plus d'emplois. Nos jeunes n'ont pas une perspective
Et il ne suffit pas que vous soyez diplômé ou surdiplômé. Et ne peut pas satisfaire à nous d'envoyer tout le monde en mobilité, d'autant plus que ce n'est pas une mobilité, puisqu'il ne sait pas, il ne revient pas. Voilà, le territoire n'est pas attractif. Nous sommes à réfléchir sur un projet écologique, sur un projet dans une autre logique de production. Comment nous faire en sorte que nous posons une taxe? Nous avons besoin quoi? D'un patriotisme économique. Pas seulement de la préférence régionale, d'un patriotisme économique. Être capable de dire que nous taxons les importations parce que nous voulons véritablement faire en sorte que la production locale y trouve toute sa place, aussi bien ici qu'elle soit achetée et que nous avons la possibilité de vendre. Si nous ne fait pas ça, le reste, bavardage. Les multinationales, bon, nous fait rapide en disant multinationales, mais les grands groupes n'ont aucune raison que ça change. La situation actuelle, elle ne dérange presque personne. On a des compensations, nous jouent, nous crient, mais globalement, le chômage, il permet d'avoir des subventions. Les subventions permettent d'alimenter une consommation qui arrive de l'importation. Et tout le monde, globalement, il trouve un petit peu son équilibre. Nous, les pensions survie. D'accord. Mais, Philippe Mais je pense que nous, on a d'abord un gros problème de gouvernance. Il y a eu un dérapage depuis la décentralisation qui était bien par certains côtés, mais mal par d'autres côtés. Ce sont les pratiques clientélistes et népotiques. Quand on regarde les intercommunalités, les collectivités locales, etc., c'est les parents, les copains, les amis, etc., qui sont logés. Ou le clientélisme électoral. Le clientélisme électoral et aussi, ce que je dis, la pratique clientéliste et le népotisme. Ça, je pense que c'est en train de pourrir la vie politique réunionnaise. Et si beaucoup de Réunionnais s'abstiennent aux élections, c'est peut-être à cause de ça. Je pense aussi, mais là, je veux dire, j'en prends ma part, c'est le décalage entre les ambitions proclamées et les actions réelles. On promet beaucoup, on réalise peu. Parce que c'est même pas menteur. C'est... les Réunionnais disent grand causeur, petit faiseur. Mais c'est vrai que on n'a pas... On n'a pas, en métropole, c'est pareil. Entre l'annonce d'une politique et les résultats, il y a un trop grand écart. Il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus. Il y a aussi, à mon avis, à La Réunion, un manque d'évaluation des actions. Quand j'étais conseiller spécial du président Christophe Payette au Conseil général, le chef des services m'avait dit, je dis, mais nous, on veut que ça bouge. Il me dit, nous, il m'a dit, et là, je suis tombé assis, il me dit, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Ben moi, je dis qu'on a une obligation de résultat. Et on ne peut pas se donner des bonnes consciences en disant qu'on a fait le maximum, ça n'a pas marché, il faut que ça marche. Et enfin, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que comment faire approprier par la population les projets que nous avons. Il paraît que le projet de M. Robert avait été fait par M. Virapoulet, qui est sans doute extrêmement compétent. Un petit progrès dans le projet de Mme Bello qui a été fait par des ateliers, mais ça a quand même été fait par des milieux fermés. Et comment la population se retrouve dans ces projets, comment faire partager à la population ce projet, comment faire une démocratie participative, je crois que ça c'est important. Et enfin, pour clôturer mon intervention et le débat sur les institutions, moi je dis que les institutions ne sont pas un préalable. Faisons un projet réunionnais dans toute sa complexité, sa composante et son extension, et après voyons les institutions qui sont les plus à même de mettre en œuvre ce projet, et ne soyons pas frileux sur ces institutions-là. Philippe Jean-Pierre. Je dirais le contexte dans lequel s'élaborent à chaque fois ces élections régionales amène toujours un peu un lot de déception lorsqu'on voit, vous avez posé la question, qu'est-ce qui dans les programmes permet de se projeter sur le long terme et très long terme, et qu'est-ce qui répond au court terme. La première des questions, c'était bien entendu celle-là. Et la déception qu'on a souvent, en disant, ben voilà, finalement, on est tous rattrapés, les candidats, les grandes familles politiques sont toutes rattrapées par cette urgence, une certaine forme d'urgence sociale. Et je dirais, on l'a bien vu sur un projet autoroutier aussi, comme sur le plan national, lorsqu'il s'agit de traiter le problème des retraites, c'est la dictature de l'urgence qui finalement nous amène à construire nos programmes, parce qu'à un moment donné, il y a une urgence sociale pour une collectivité, il y a une urgence d'infrastructure pour l'autre, il y a une urgence conjoncturelle lorsqu'il s'agit de répondre pour l'État à des crises économiques. Et là-dessus, on improvise. Et ça rejoint sur l'idée que quand on improvise, ça met à mal toutes les logiques d'évaluation, parce que là, c'est le flou le plus absolu. Donc, cette peut-être capacité qu'on aurait davantage à équiper notre île, et c'est en tout cas pour le programme que je défends, c'est essayer de, non, tout modestement, d'y apporter des outils supplémentaires dans cette boîte à outils pour qu'on puisse préparer la Réunion, quelles que soient les urgences de l'avenir, à y faire face. Et je pense que sur tous les paramètres qui sont posés dans un programme, et peut-être dans l'autre, il y a bien cette ambition, et il n'y aura jamais suffisamment d'outils pour qu'on puisse le faire.
Notion de responsabilité également, pour que lorsqu'on s'engage dans ces démarches, il y a aussi la volonté de responsabiliser tous les acteurs. On voit bien que l'enjeu, c'est qu'on nous demande à nous politiques d'être responsables, d'être évalués, mais le jeu de la cité, il est fait aussi par beaucoup d'autres acteurs, des acteurs économiques, des citoyens, des associations. Donc cette co-responsabilité, elle n'est pas suffisamment mise en avant. Je trouve qu'on passe au pilori le décideur politique, c'est la respiration démocratique, mais c'est aussi un enjeu de construction collective. Et puis, il y a cette idée aussi tout à l'heure, je disais un peu de course à l'échalote dans les différentes écuries. On finit par en oublier l'intelligence des programmes ou des projets pour être dans une comparaison, une surenchère en termes d'emploi, une surenchère en termes d'infrastructure. Bon, tout cela, on le voit bien, fait perdre un petit peu sur le contenu peut-être essentiel de ces rendez-vous démocratiques. Et en même temps, il y a aussi la nécessité de mobiliser ces éléments, que ce soit en termes d'infrastructure ou d'emploi ou d'économie, pour faire avancer la Réunion. Donc cet arbitrage appelle une innovation politique. En tout cas, pour la famille que je défends, je pense qu'elle y répond à sa façon. Et cela ne fera qu'avancer. D'accord. On va terminer. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais simplement dire que je ne suis pas d'accord avec mes collègues lorsqu'ils disent qu'il faut d'abord faire des projets sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan... Il le faut. Mais je suis persuadé que nous perdons du temps en ne pensant pas d'abord aux politiques, à la question politique. Je suis persuadé qu'une assemblée unique qui d'abord aurait plus de poids à l'égard du pouvoir central, à l'égard des États voisins de la Réunion, pourrait davantage aborder tous ces problèmes qui sont ici évoqués, qui sont très importants. Je pense que, par ailleurs, la question est urgente parce que les gaspillages qui existent actuellement se chiffrent par dizaines de millions. La Réunion vit sur une situation qui est assez curieuse. Il y a comment dirais-je, c'est un luxe que d'avoir 2 collectivités locales pour s'occuper des affaires de la région, du département, sur la même population et le même territoire. La Réunion sera bientôt la dernière collectivité française à avoir ce tel système. La Guadeloupe est en train de changer. C'est un choix de la population. Et puis sur la Alors, partie, indépendamment des gaspillages, sur la partie de la cohérence, si les 2 collectivités sont de la même couleur, elles répondent aussi fortement. C'est là qu'il faut conscientiser la population. Si on ne fait rien, la population ne va pas savoir qu'il y a de telles possibilités qui s'offrent. Or, les politiciens n'en veulent pas en parler. J'ai discuté de ces questions-là avec les différents dirigeants politiques. Ils m'ont dit, écoutez, ne parlez surtout pas ça au moment des élections, on va perdre des voix. Que ce soit avec les partisans de Didier Robert, que Thierry Robert ou Huguette Bello. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Maintenant que les élections sont bientôt finies le 13 décembre, j'espère que les Réunionnais vont s'intéresser à la chose publique et voir qu'il y a là une réforme importante à faire. Elle est urgente. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on peut reprocher au programme, c'est que les propositions et les projets ont fait disparaître le projet réunionnais. Et moi, je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit mon ami André, parce que pour moi, il faut faire d'abord un projet réunionnais dans toutes ses composantes et les institutions sont au service du projet. Parce que si les institutions étaient un préalable, tous ces pays qui sont indépendants, ils devraient être super prospères et tout devrait marcher dans tous les... Donc il faut un projet. On a décolonisé sans projet de décolonisation. On a donné l'indépendance à des pays dont toutes les structures étaient restées coloniales. Donc, à mon avis, un projet réunionnais de décolonisation, disons le mot, parce qu'on était une colonie, est un préalable avant de mettre en œuvre des institutions qui sont au service du projet. Le projet, ce n'est pas de décolonisation, c'est un projet de libération, c'est un projet d'émancipation. On a vraiment une posture de progrès, une posture positive à avoir dans nos têtes. Et moi, elle est favorable à ce qui est projet fait avec le peuple, avec l'ensemble, et effectivement, le reste, c'est de l'outillage. Et André, encore une fois, pour innover et pour aller dans votre sens, dans ton sens,
dimanche, en mettant une couleur identique aux deux collectivités, il y aura un exemple parfait d'assemblées qui parleront d'une même voix. Et on est sûr d'aller dans le Le débat qui a eu lieu mercredi et mardi dernier a été débat hémiplégique. On se reverra en début d'année prochaine et on verra un petit peu qui est installé à la région. On verra qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, messieurs, merci. Eric Alandroit, donc de l'association Ancraqué, consultant et chargé de sociologie. André Oraison, professeur en droit public. Wilfried Bertil, professeur d'université donc en géographie. Jean-Pierre, professeur d'université donc en économie. Merci à vous, messieurs, pour ce débat et merci pour ce moment qui a été très plaisant et surtout d'échanger avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie pour sa collaboration toujours efficace. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.